Donc bonjour à tous, je suis Fabienne Paul, conseillère tourisme au sein de la Chambre de commerce et d'industrie des Alpes de Haute-Provence. Bienvenue à cet atelier Comment développer votre clientèle outdoor qui est organisé dans le cadre du Fonds européen Alcotra et du PITEM Mito Outdoor. Donc, il est organisé en collaboration avec le conseil départemental et l'agence de développement des Alpes de Haute-Provence, que j'excuse aujourd'hui, suite à un impondérable de dernière minute, Florence Viti et Madame Rinjonneau ne peuvent pas participer à cet atelier. Elles s'en excusent, mais voilà, leur partie sera présentée par moi-même. Voilà. Alors, cet atelier, pour faire rapide, il aura une durée d'à peu près 2 heures, si on ne prend pas trop de retard, et on va essayer de tenir le timing. Toutes les présentations, tous les diaporamas qui vont vous être présentés vous seront envoyés par mail d'ici demain. Cette présentation est également enregistrée, donc vous aurez accès au replay, si vous le souhaitez, sur notre site internet d'ici mercredi. Voilà, donc quelques bonnes pratiques avant de commencer pour suivre ce webinaire dans de bonnes conditions. Donc, on a coupé les micros de tous les participants pour éviter un petit peu les sons parasites. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions, sachant qu'il y aura un temps d'échange où là, on reprendra toutes les questions qui auront été posées par le chat. Et on pourra même ouvrir les micros si on n'a pas trop débordé sur le timing. Voilà. Est-ce que j'ai rien oublié? Donc, bien écoutez, non. Maintenant, alors, cet atelier, il va se dérouler en 3 parties. Donc, Christophe Révéré, que vous voyez à l'écran du cabinet Versant Sud, qui est un cabinet spécialisé dans tout ce qui est activité de pleine nature, tourisme, durable, itinérance douce, vous présentera comment améliorer ses prestations visant les clientèles outdoor et comment mieux se mettre en marché par rapport à ces clientèles-là. Je présenterai également le nouvel itinéraire Larouto, le GR69 qui traverse notre département et la campagne de communication autour de ce GR. Et ensuite, on fera un point, un zoom sur la qualité dans l'accueil des clientèles outdoor avec un tour d'horizon des principales marques et labels qui existent, ainsi que le dispositif d'accompagnement qui a été conçu spécialement pour accompagner les professionnels autour de l'itinéraire Larouto, pour les accompagner au mieux. Voilà. Et on pourra également finir par un échange des participants. Donc écoutez, je vais laisser la parole à Christophe Révéré pour la première partie de l'intervention. Merci. Donc je vais commencer par basculer sur mon affichage, vous mettre à l'écran la présentation. Alors, hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Bon, tout le monde est sur la présentation. Donc voilà, Fabienne m'a présenté. Donc une précision, je suis dans le Grand Nord. Je suis au nord du tunnel de Sisteron, donc voilà, en Savoie, pas très loin du pôle Nord pour vous. Je vous présenterai là. Alors, l'objectif pour nous, c'était de laisser de la place pour les échanges, avoir le temps de discuter des projets qui vous intéressent sur la Routo et sur l'accompagnement et les labels locaux. Donc, on va aborder avec la présentation des points génériques, quelques éléments concrets, et puis surtout laisser la place à vos questions. Donc, on se donne du temps à la fin pour répondre à tout ça. Voilà, donc j'attaque tout de suite. On va commencer par un petit zoom arrière sur le contexte de l'activité, des activités outdoor. Les choses ont été pas mal bousculées tous ces temps. Ensuite, on regardera par grand trait tout ce qui concerne les enjeux en termes de clientèle outdoor, avec quelques petits éclairages sur l'itinérance, toute une modalité intéressante à prendre en compte. Et puis, pour finir, quelques points clés pour gagner en performance sur vos activités. Donc, j'ai compris que vous étiez essentiellement des hébergeurs aujourd'hui. Donc, on va axer ça là-dessus. Et je vous le répète, vos questions seront prises en compte à la fin de la présentation.
Alors pour commencer le contexte, c'est que la France c'est un territoire qui est extrêmement attractif au sein de l'Europe. On est un terrain de jeu qui est assez reconnu pour tout un tas de choses. D'abord l'espace rural qui est très développé. On a des infrastructures d'accès qui sont de bonne qualité ou en cours de bonne qualité. J'espère qu'on pourra le dire longtemps. Beaucoup d'espaces préservés. Vous avez à l'affichage, là il y a des PNR, des parcs. Si on rajoutait tous les sites classés, on aurait pratiquement l'ensemble, sauf les grandes métropoles, l'ensemble du territoire. Bien sûr, par-dessus tout ça, on a l'art de vivre à la française qui vient se rajouter avec des produits de terroir, avec une qualité de vie qui n'est pas forcément à cette hauteur-là dans différentes autres destinations rurales ou outdoor. Un niveau de sécurité, des services de secours qui sont à la hauteur aussi, qui sont gratuits en montagne notamment, et c'est pas anodin pour certaines activités. Après, 3 petits points accueil, point d'interrogation. Vous voyez à l'affichage, c'est quelque chose, justement, on en parlera au niveau de la qualification, même si beaucoup de prestataires font correctement leur travail, la France a encore une image pour certains secteurs d'activité qui n'est pas à la hauteur. Et puis, je vous mets ici une petite... Alors, c'est pas chez vous, c'est le pont d'Arc en Ardèche. Donc, on a effectivement une attractivité qu'il faut gérer, et on y reviendra par la suite. On a eu aussi une attractivité interne vis-à-vis des Français à partir du moment où il y a eu le déconfinement qui a été encore plus complexe à gérer. Voilà, alors pourquoi on est dans un contexte très compliqué? C'est que ce contexte où je vous mets à l'affichage un certain nombre de salons, d'événements, etc., pour accentuer le caractère concurrentiel du marché de l'outdoor. On est effectivement sur un marché qui est encore plus concurrentiel. On s'attend tous à ce que, à partir du moment où ça ira mieux, à coup de vaccins, à coup de tout un tas de choses, tout le monde soit encore plus dans une logique de concurrence pour aller relancer son activité, et notamment sur l'outdoor. Donc, ce qui existait déjà, là, ce sont des images qui, effectivement, parlent d'un autre temps, le temps où on pouvait être sur des salons, mais c'était déjà très serré, très concurrentiel. Maintenant, ça va être pire. On sait par ailleurs, des études nous montraient déjà que un Européen sur 3 avait l'intention de réaliser un séjour avec activité outdoor, indépendamment du ski, indépendamment de l'effet littoral, c'était déjà important. Maintenant, toutes les études de tendance lourde qui nous préparent à la relance nous disent encore plus ce besoin de nature. Donc, alors par contre, on va le nuancer, j'y reviendrai tout à l'heure, ça va être dans un premier temps les Français, puisqu'il va falloir s'attendre sur 2021 à avoir essentiellement des Français en vacances en France, pour des raisons que vous connaissez. Alors, sur les tendances lourdes de l'outdoor, on va rebalayer un certain nombre de points qui sont encore plus accentués maintenant. L'outdoor, c'est une réponse, en tout cas les gens qui cherchent à aller en pleine nature, on va mettre beaucoup de guillemets à toutes ces notions-là, on en reparlera. C'est d'abord une volonté de simplicité ou de sobriété. On verra tout à l'heure qu'il y a des contrastes, mais dans un premier temps, c'est s'éloigner d'une sophistication, d'une complication, d'un rythme que 80% de notre population qui est largement urbaine veut fuir. Donc on est sur des notions de slow tourisme, on va lever le pied, la naturalité, le bio, le renouvelable, etc. Donc tout ça, ça rejoint le besoin de nature dont je parlais, qui est une réalité scientifique, des besoins de santé, de bien-être, on veut se déconnecter d'un certain nombre d'éléments perturbants et se reconnecter à soi, aux autres, à la nature. Deuxième grande tendance, il y a partir, et là aussi je mets des guillemets, puisque cette tendance itinérance qui est maintenant bien ancrée dans les pratiques et dans les offres, elle a deux grandes composantes. Une composante qui est une composante d'immersion, into the wild, ça veut dire effectivement je veux partir loin, longtemps, profondément. Et puis on a à l'autre extrémité des gens qui rentrent dans l'itinérance, puisqu'on en parle beaucoup dans les médias, quels qu'ils soient, ou des gens qui ont vécu des expériences itinérantes, et eux ils veulent y rentrer, mais en tant que néophyte, donc on va être sur l'itinérance d'initiation. Et puis je mets itinérance de malentendus, point d'interrogation, parce que parfois on présente des offres comme étant de l'itinérance et ça n'en est pas forcément. Je cite toujours l'exemple de, je ne sais plus quel département d'Île-de-France, qui a invité à l'itinérance en disant vous partez le matin de telle gare, par telle station de métro, vous allez vous balader en forêt de je ne sais plus où et vous rentrez par une autre gare. Bon, c'est une boucle, mais ça n'est pas forcément ce qu'on appellerait une itinérance. Troisième tendance qu'on a tous en tête aussi, le changement climatique qui amène
qui confirment un retour à la montagne estivale. On commençait à constater depuis un certain temps une appétence pour des destinations qui étaient boudées, ou en tout cas qui étaient des destinations plutôt par défaut. La montagne, la moyenne montagne estivale reprend des couleurs. L'été dernier était assez conjoncturel, bien sûr, mais on était déjà sur une tendance de reprise. Et puis bien sûr, depuis 2020, et ça va continuer en 2021, à cause de ce virus et ses différents variants notamment, on a la question d'aller en vacances à proximité. Donc les Français vont passer leurs vacances en France, parce que malheureusement pour eux, mais plutôt pour nous, c'est bien, ils ne pourront pas aller dans d'autres pays européens, en tout cas difficilement, mais malheureusement pour nous, à l'inverse, les Européens vont avoir du mal. Il y avait un website du CRT la semaine dernière sur les marchés européens, et ils indiquaient notamment que les Anglais, même en étant vaccinés, auraient peut-être du mal, au moins financièrement, à partir en vacances, puisqu'au retour, on leur demande des tests PCR, etc., etc., et c'était chiffré à quelques centaines de livres. Pour une famille, c'est compliqué, donc on aura une sélection de visiteurs européens. Donc ça, ce sont les éléments qui font que l'outdoor va quand même être dans l'offre touristique, va passer à un premier plan qu'il n'avait pas forcément. Il faut bien se rappeler que le tourisme urbain, lui, prend un sacré coup, plus de musées, plus de tout un tas de choses, l'impression d'être les uns sur les autres, donc il y a un encore plus grand besoin de nature actuellement. Alors pour autant, on a quelques contrastes à bien avoir en tête quand on vit ces clientèles-là, et puis quelques alertes même, puisqu'il va falloir éviter de se tromper de cible. Alors premier contraste à avoir en tête, c'est qu'on a un fort contraste entre d'une part la sportivisation des pratiques qu'on voit clairement sur les trails qui sont devenus des ultra trails, sur le fast hiking qui est marcher vite et léger, sur le ski de randonnée. Alors là, encore plus cet hiver, il y a des gens qui sont rentrés dans le ski de randonnée, mais on a toute une population de skieurs de randonnée qui étaient et qui sont encore plus sur le fit, sur le speed, sur la compétition. Donc on a cette tendance très technique, très sportive, et puis en face, on a le slow tourisme. On a des gens qui veulent lever le pied. Donc dans cette grande masse de l'outdoor, il va falloir qu'on fasse la différence entre ces deux attentes qui parfois sont incompatibles. De même qu'on ne met pas un vélo sur une autoroute, on ne met pas au même endroit quelqu'un qui va faire de l'ultra trail et quelqu'un qui veut venir faire du yoga détente sur le même territoire, en tout cas dans le même segment. Autre contraste important, on a des gens qui cherchent l'outdoor pour y être en toute autonomie. C'est un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'immersion, de l'engagement, donc la marche ultra légère, des gens qui vont aller en bivouac, et puis en face, des gens qui veulent, eux, simplement mettre un premier pied dans la nature, dans la pleine nature. Ça va être des néophytes, et eux vont avoir besoin d'une très grande prise en charge. Et là, il ne faut pas se tromper quand on a des gens en face de nous, de surprendre en charge quelqu'un qui affirme sa capacité à être autonome, et à l'inverse, de négliger quelqu'un dont on n'a pas détecté que c'est un néophyte, parce qu'il est peut-être très bien équipé, mais on n'a pas réussi à détecter que c'est la première fois qu'il vient faire telle ou telle activité ou tel type de territoire, notamment la montagne, des choses un petit peu plus engagées. Sur le côté sociologique, on a aussi une opposition entre des pratiques, ou en tout cas des segments de pratiquants qui vont être recrutés dans les catégories socio-professionnelles très élevées, notamment dans le domaine du vélo, qui est devenu une pratique au même titre que le golf. On dit toujours que le vélo est passé du populo, du prono au bobo. Donc le cyclosport routier, c'est quelque chose qui est une pratique CSP+, et en face, on va avoir des gens pour qui la campagne ou la montagne, donc l'outdoor qu'on va pratiquer, c'est pas forcément un choix, c'est plus une alternative économique. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et puis un quatrième point important, on a un fort contraste, c'est qu'on a d'une part une population qui vieillit beaucoup, hein, ce vieillissement s'accentue en France. Et puis on a aussi des jeunes qui sont de plus en plus sédentaires, puisque je vous disais 80% de la population française en gros est urbaine, mais si on descend dans les classes d'âge, si on va vers les plus jeunes sont encore plus urbains.
Ils sont encore plus urbains, ils sont encore plus connectés et sur des écrans et donc déconnectés d'une pratique sportive. Donc on a une baisse constante de la capacité aérobie et l'endurance. L'INSEP par ses observations montre qu'on a des jeunes et des enfants qui sont moins aptes à pratiquer des sports, en tout cas d'endurance. Et en parallèle, une augmentation de la masse grasse avec une autre partie de la malbouffe et de la sédentarisation qui vient accentuer tout ça. Donc tout ça pour dire assez rapidement qu'il ne faut pas se tromper, donc bien connaître ces cibles, puisqu'on a dans le même paquet des choses qui sont très contrastées. En termes de communication, ne pas se tromper de discours, en tout cas à qui on adresse quel discours. Et puis en termes d'offres, éviter des malentendus, c'est-à-dire à un moment il faut qu'on clarifie bien ce qu'on est en train de proposer et à qui, pour être sûr que ça se passe bien. Voilà pour les grandes tendances. Maintenant, je vous propose dans un premier temps de regarder, de segmenter justement ce grand paquet dont on vient de voir qu'il y a beaucoup de situations contrastées, de le segmenter alors d'une part sur des segments qui sont pas rattachés à des pratiques, mais plutôt à des profils, et après on verra à l'intérieur des clientèles pédestres d'une part et cyclistes d'autre part, de quelle manière on peut préciser encore un peu plus ces segmentations. Alors là, je vous affiche des éléments dont vous aurez la présentation. Ça, c'est issu d'une étude qu'a fait la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019, justement, sur tout ce qui est clientèle outdoor. Et il y a 3 segments qui se sont dégagés. Le segment nature active que je vous présente là, puis famille loisirs et puis ressourcement. Donc on va commencer par nature active. Et effectivement, c'est ceux, très spontanément, quand on parle d'activité outdoor, on pense à eux. Donc c'est le côté sportif. Là, on a vraiment les gens qui ont une pratique, vous le voyez, pratique très intensive. On est seul ou à deux, parce que seul, on va plus vite, hein, comme on dit. À deux, on va un peu plus loin si on veut, mais surtout, on va continuer à aller plus vite, à se challenger. Donc on est sur des gens qui veulent pratiquer, progresser, se dépasser. Hein. Les maîtres mots, c'est ça. Donc se dépasser, on est dans la frange la plus performative. Mais on est sur des gens qui vont être dans l'activité physique, l'activité sportive au sens performance du terme. Donc eux, ils veulent avoir la possibilité de pratiquer en liberté, plutôt dans un environnement sécurisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur des aventuriers, parce qu'ils vont pas tous chercher l'autonomie et l'engagement, là on est plus sur une notion de se déplacer. Donc si on va au bout, à un moment, il faut que ça soit un petit peu sécurisé autour. Des gens qui vont être accros au matériel, hein, donc chercher un petit peu les nouveautés. Quand ils vont être en séjour sur un territoire, par exemple, trouver un magasin qui a les dernières nouveautés en matière de VTT ou une école de parapente qui vous fait essayer la dernière aile de je ne sais pas quel fabricant, y être attentif. D'autre part, donc sur la diapo d'en haut à droite, là, ils sont... Alors j'allais dire, bien sûr, faut que je fasse attention, parce que toutes les pratiques sportives se féminisent, mais il faut savoir que dans l'outdoor, c'est les taux de féminisation les plus faibles des pratiques sportives, hein, dans les plus statistiques du ministère des Sports. Hormis l'équitation, qui est très féminisée, toutes les activités outdoor sont caractérisées par un faible taux de féminisation. Donc on a, sans être trop étonné, beaucoup plus d'hommes et des individus plus jeunes, puisqu'on est dans la pratique très sportive, mais aussi peut-être en bon état jusqu'à un âge avancé. Du moins, j'espère, dans mon cas. Donc les pratiques, c'est avec le VTT, le cyclo, l'escalade, le parapente, le trail. Vous voyez que là, le panel, il est vraiment dans les pratiques plutôt techniques, plutôt sportives et plutôt performances. Pour la partie basse de cette diapo, on est sur le format de séjour, c'est un court séjour à deux, hein, on va plutôt régir sur du court week-end pour aller pratiquer sur un spot. 40% pour un forfait parce qu'effectivement c'est intéressant, il n'empêche que la plupart vont être en auto-organisation. Le type d'hébergement, il va leur falloir, puisqu'ils sont plutôt techniques, puisqu'ils ont leur propre matériel, il va falloir leur proposer des espaces dédiés à leur matériel. Un local pour attacher, réparer, nettoyer le vélo, des endroits sur lesquels ils vont pouvoir étendre leur tenue, et puis le spa, il est noté ici, puisqu'effectivement, il y a après l'effort, donc des éléments de détente. Il y a des clientèles dans ces segments-là qui vont être plutôt attentives au fait qu'il y a éventuellement des prestations de remise en forme, du massage. Le premier critère de choix, c'est le cadre naturel des paysages, bien sûr, parce que le décor est important.
l'infrastructure a aussi de l'importance selon le type de pratique. Alors ne vous laissez pas abuser par l'image qui n'enseigne qu'un vélo. Vous mettez VTT, cyclo, escalade, parapente, trail, imaginez ces différents types de pratiques en termes d'illustration. Bien sûr, ils vont être très techno, donc y compris sur les réseaux sociaux. Ils vont s'abonner 2 fois plus que d'autres segments. Et puis, ils vont besoin avoir de la vidéo, d'abord pour que ça leur donne envie d'aller quelque part. Et puis, eux vont en produire beaucoup. Donc, quand ils vont revenir à l'hébergement, ils vont avoir besoin de partager avec leur communauté. Bien sûr, ce sont des gens qui sont connectés. Ils vont être sur Strava, sur OpenRunner, sur un tas de plateformes. Leur vecteur, site internet, magazine spécialisé. Donc, on est vraiment ici sur des gens qu'on va caractériser comme étant quasiment des spécialistes, en tout cas des intensifs. Nature active, voilà pour le premier segment, le sportif. Le deuxième, très important aussi, puisque la pratique en famille loisir, elle va rester dans le même terrain de jeu, elle va toujours avoir besoin d'un environnement sécurisé, plus parce qu'elle va se mettre dans le rouge et qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui tienne la route en termes d'infrastructure, de secours ou autre, mais plutôt parce que comme on a des enfants, comme on y va en famille, on ne voudrait pas que ce soit trop l'aventure. Donc on a besoin de se retrouver en famille, on va faire pratiquer aux enfants dans un environnement sécurisé. On n'est pas des spécialistes, donc on n'a pas forcément de matériel. En plus, quand on a des enfants, il y a des choses où on n'a pas forcément envie de les avoir à demeure. Ce qui pose d'ailleurs un problème, j'attire votre attention sur on parle beaucoup de vélo assistance électrique, on trouve très facilement du vélo pour les parents, et puis les enfants, il faut qu'ils pédalent. Qui pédalent avec du vélo musculaire comme maintenant. Donc les loueurs maintenant, les équipementiers déjà commencent à sortir des vélos assistance électrique pour enfants. C'est à prendre en compte sur toutes vos offres. N'oubliez pas, la famille, l'enfant a droit au même confort que ses parents. Les activités qui vont attirer ce type de segment, c'est plutôt, alors vous voyez là, on n'est pas dans la performance, on est sur la tyrolienne, on est sur l'acrobranche, on est sur de l'équestre, on est sur du VTT. Donc on va être soit sur de l'amusement, on va être sur du ludique, on va être sur du contact avec la nature via l'équestre, via le VTT, plutôt dans sa dimension balade que dans sa dimension bien sûr sportive. On va partir là plutôt pour un voyage en famille, puisqu'on prend vraiment des vacances. Partir avec des enfants, ça peut être du court week-end, mais tant qu'à charger la voiture et tout prévoir, autant partir sur un séjour un petit peu plus long. Et puis on va chercher à réserver les activités, parce que comme ça on sécurise un petit peu les choses. Le forfait, c'est un petit peu la même chose. On va sécuriser l'organisation des vacances. En termes d'hébergement, la famille, elle a plutôt envie de faire un petit peu ce qu'elle veut à son rythme, donc on a plutôt du meublé. Parking sécurisé, espace détente, tout ça rejoint le côté je veux que ça se passe bien. On est en vacances en famille, de plus en plus souvent la famille elle est recomposée, donc les vacances c'est le moment où on se retrouve réellement. Et puis le premier critère de choix c'est donc bien cet hébergement, puisque on ne va pas prendre des vacances que pour pratiquer des loisirs ensemble. Quand on est en famille, on va en vacances pour se retrouver à un endroit agréable après la pratique, avant la pratique. Voilà pour ce segment famille-loisirs. Et puis, on a un troisième segment qui a été identifié, qui s'appelle le segment ressourcement et qui, lui, va être plutôt dans, quand on est dans activité de pleine nature, ici, c'est plutôt le mot nature, ici, pour ce segment-là, qui résonne, avec l'objectif d'être au plus près de la nature, pour se ressourcer. Donc là, on va vraiment sur le slow tourisme, sur des gens qui vont changer de rythme. Vous voyez, pratique peu intensive, être en liberté en pleine nature. Par ailleurs, on n'est pas sur des clientèles qui vont être très techno, très suréquipées, mais quand même, on va pas chercher la dernière nouveauté ou autre. On va venir avec tout ce qu'on a et puis on va se débrouiller avec. On est dans du low-tech au sens très large du terme. L'activité phare, vous le voyez sur la partie en haut à droite, c'est la randonnée pédestre, parce qu'elle demande peu de matériel et peu de ressources, et puis elle permet d'aller à un rythme qui correspond à cette recherche de ressourcement, pratique peu intensive, sur du long séjour, donc plutôt en immersion en termes de temps. On va aller au gré de ce qu'on recherche, et puis sans forcément boucler son agenda, donc on va pas réserver des activités, on va faire au rythme
au fil de l'eau et globalement, on rencontre des gens qui ne multiplient pas les activités. Ils vont vraiment être plutôt centrés randonnée pédestre, il y aura relativement peu de choses autour. Bien évidemment, on va être dans des segments un peu plus âgés. On n'a pas une pratique aussi intensive que dans le tout premier segment, donc c'est logique. Et puis, en termes d'hébergement, alors ça pourrait être antinomique avec le côté faire des économies, mais c'est plutôt l'hôtel avec espace détente. On va faire des économies sur l'activité, et puis on va peut-être chercher l'hébergement cocoon, tranquille. Et puis on va y aller au dernier moment, puisqu'on est senior, on est peut-être moins contraint par les enfants et le travail. Et pour eux aussi, donc l'hébergement, en l'occurrence, sera le premier choix, premier critère pour le choix de la destination, puisqu'on ne recherche pas forcément un territoire qui va être super équipé en termes d'activité ou autre. Voilà, ressourcement qui est à l'opposé du segment nature active. Voilà, donc je vous rappelle, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure sur les questions. Maintenant, je vais aborder deux types de clientèle particulières, la clientèle pédestre, les clientèles pédestres, puis ensuite les clientèles cyclistes. Alors, les clientèles pédestres, on a de la chance. Atout France, donc, qui est l'organisme de développement touristique de la destination de France, a publié très récemment une étude extrêmement attendue, parce que depuis 2003, on n'avait pas vraiment de données à l'échelle nationale sur les pratiquants de la randonnée pédestre. Et là, d'un seul coup, on a eu l'année dernière, avec des chiffres il y a 2 ans, une étude relativement complète sur laquelle je vous mets, enfin, de laquelle j'ai extrait un certain nombre d'éléments synthétiques, parce qu'on n'est pas sur le cœur du sujet, mais je vous mets quelques éléments principaux. Vous pourrez peut-être retrouver. Alors l'étude, on peut se la procurer sur le site d'Atout France. Peut-être qu'il y a des institutionnels chez vous qui peuvent les mettre à disposition. C'est une étude très complète. Alors globalement sur les clientèles françaises, vous verrez tout à l'heure qu'il y a une approche de clientèle européenne aussi. Mais sur les clientèles françaises, on a ici une structuration en trois grands segments. Et vous retrouverez un petit peu des choses qu'on a vues précédemment sur les plutôt actifs ou les plutôt familles, etc. Donc vous avez à gauche, là en colonne de gauche, les randonneurs sportifs qui sont caractérisés, alors plus d'hommes, plus urbains et plus dans les catégories socio-professionnelles plus élevées, qui vont randonner plus de 4 heures par jour et chaque jour pendant le séjour. Hein, je précise ici qu'on parle bien des clientèles touristiques de la randonnée pédestre, pas des gens qui ne pratiquent la randonnée que la journée. On est bien sur des gens qui ont réalisé un séjour touristique dans les années précédentes d'enquête. Ce sont des gens, les randonneurs sportifs vont plutôt être en randonnée en couple, entre amis, et sur des séjours de moins d'une semaine. Colonne du milieu, vous avez les randonneurs hédonistes, qui eux vont être sur une pratique moins importante. Vous verrez que les deux colonnes de droite, hein, les hédonistes et les détentes, ils sont tous les deux sur une pratique moins intensive de moins de 4 heures par jour. Ce qui va faire la différence entre hédonistes au milieu et randonneurs détente à droite, c'est que les hédonistes vont randonner chaque jour durant leur séjour de randonnée pédestre, alors que les détentes, ils vont pas randonner tous les jours. Hein, typiquement, dans les randonneurs hédonistes, vous avez plutôt du couple, même s'il y a quelques familles, mais plutôt du couple qui vient pour randonner. Et dans les randonneurs détente, vous avez plutôt de la famille qui va venir pour, entre autres, faire de la randonnée, mais on va pas se forcer tous les jours. Si un jour on veut être tranquille, on va lever le pied. Donc, à grands traits, ces trois segments structurent relativement bien les Français qui partent en séjour, dont l'objet principal est la randonnée pédestre. Et puis, si on regarde un peu plus précisément où et comment ça se passe, en termes d'espace de destination qu'ils choisissent pour leur séjour de randonnée, on peut, alors là c'est assez schématique, mais associer la montagne à une pratique plutôt sportive, ou en tout cas les sportifs plutôt attirés vers la destination montagne, et les randonneurs détente, voire hédonistes, plutôt sur l'espace littoral. Donc c'est une tendance. Ça ne veut pas dire que sur les destinations montagnes, vous n'avez pas des randonneurs détente ou hédonistes, mais la proportion n'est pas la même. L'appétence des sportifs se porte plus sur la montagne. C'est assez logique. À noter que jusqu'à il y a une vingtaine, une trentaine d'années, la montagne était le terrain d'excellence où
d'évidence de la randonnée pédestre, et ça fait un petit moment maintenant que ça n'est plus le cas. Donc ça rejoint le caractère très très concurrentiel que je vous présentais tout à l'heure sur le marché de l'outdoor, hein, la randonnée pédestre. Maintenant, tout le monde en propose. Le département de la Creuse n'a pas à rougir de son offre de randonnée pédestre. Donc, autrefois, on les regardait de très très haut. La Bretagne est une très belle destination de randonnée pédestre, etc., etc. La Dordogne, qui ajoute l'art de vivre à la française dont je parlais tout à l'heure, avec les produits du terroir, avec très belles offres de randonnée. On retrouve la différenciation sportive et les deux autres catégories de droite sur la durée de la randonnée, bien sûr, et même sur sa... Alors, la distance n'a pas beaucoup d'importance en montagne, mais c'était un des éléments qui pouvait être comparé facilement sur cette étude-là. Donc, ils ont retenu le notion de kilomètres, mais vous voyez qu'à gauche, les randonneurs sportifs vont plutôt être sur des randonnées de 5 heures en moyenne, avec 15 à 16 km. Alors que les deux colonnes de droite vont être 2h30 ou 2 heures, et en dessous de 10 km dans tous les cas. Le dénivelé fait aussi la différence. Là, la marche, la première marche, elle est à 600 mètres. En gros, en dessous de 600, vous allez avoir les randonneurs hédonistes ou détente. Et au-dessus, vous allez avoir les randonneurs sportifs. Alors, un élément intéressant dans la ligne tout à fait en bas, c'est la part des randonneurs itinérants. Ça, c'est une chose importante parce que on avait peu de données sur la population d'itinérants. Vous verrez tout à l'heure que chez les Français, maintenant, on connaît la proportion d'itinérants chez les randonneurs français, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. En tout cas, on a plutôt des itinérants chez les sportifs, hein, c'est une tendance plus importante chez les sportifs. Ne vous fiez pas pour autant au fait que l'itinérance est moins développée chez les hédonistes ou les randonneurs détente, puisqu'on a de plus en plus d'offres d'itinérance qui sont accessibles à des clientèles qui vont faire moins de 600 mètres de dénivelé par jour, et certaines qui ne vont pas le faire tous les jours, parce qu'on peut trouver des propositions de séjour qui vont tout à fait dans ce sens-là. Donc, je ne dis pas que l'itinérance va être pratiquée par de gros bataillons de randonneurs hédonistes ou détente, mais on a maintenant des itinérances qui ne s'adressent plus à ce qu'on appelait les gros mollets autrefois. Hein, ça fait longtemps qu'on ne travaille plus exclusivement là-dessus. Il faut s'enlever ça de la tête. Donc on a maintenant une cohabitation d'offres. C'est même nécessaire, je pense, à l'échelle des territoires, d'avoir une offre pour des gens qui vont chercher l'effort, et puis à l'inverse, pour des gens qui vont chercher à découvrir. Il faut simplement lever, on verra en fin de présentation et en discutant ensemble de quelle manière on lève ce qui peut être des freins pour des gens qui vont aller être obligés de dormir dans des hébergements différents, si ce n'est 2 nuits de suite, ou en tout cas sur un séjour, avoir au moins 2 ou 3 hébergements différents. Voilà, donc ça c'est un élément important à prendre en compte pour vous en tant qu'hébergeur. Je poursuis pour finir et tenir le temps sur le pédestre avec l'étude mettait en évidence, en tout cas cette année-là, 3 nationalités. Donc on comparait les Français à gauche, les Allemands au milieu et les Hollandais à droite. Alors, une première ligne qui vous intéressera, sur les hébergements préférentiels, vous voyez que le panel est plus large du côté des Français, puisqu'on a les campings, hôtels, location de meublés, chambres d'hôtes et campings. Donc ça se répartit entre plus de catégories que du côté des Allemands, où on a une bonne majorité qui se porte sur les hôtels. Derrière, les meublés et puis les chambres d'hôtes. On ne trouve pas les campings chez les randonneurs pédestres, en tout cas pas ceux qui étaient sur cette enquête-là. On le trouve plus, le camping, chez les Hollandais, ce qui n'est pas étonnant. Mais on ne trouve pas la chambre d'hôte, par exemple. Sur les espaces qui sont fréquentés, les Français, forcément, ont tendance à aller plus sur leur montagne, sachant que quand on regarde les Allemands ou les Hollandais, les Allemands vont aller en montagne, mais pas forcément sur la montagne française. Donc c'est pour ça que nous, on est pas beaucoup sur une destination montagne. Ils ont leur propre montagne, certes, elles ne sont pas très étendues, mais ils sont juste à côté de l'Autriche, ils ont la Suisse, donc tout un domaine germanophone qui peut leur correspondre. Sur les durées moyennes, bon, pas grand-chose à dire. Sur la dénivelée, on trouve des Français qui vont, sans qu'on soit tellement étonné, dans des pratiques plus sportives, ne serait-ce que parce que la proportion de montagne est plus importante. Ça, c'est à grands traits, hein, mais c'est un tableau synthétique.
Mais tout en bas de cette image, vous avez une information intéressante, c'est que maintenant on sait que 19% des séjours, enfin des pratiquants qui partent en séjour de randonnée, 19% déclarent avoir fait de l'itinérance. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que vous allez avoir peut-être des clientèles différentes de ce que vous avez d'habitude. Vous avez peut-être dans votre cas chacun déjà pas mal d'itinérants, mais on a beaucoup plus souvent en France l'hébergement avec le randonneur en étoile, c'est-à-dire on fait un séjour et puis on va voir ce qu'il y a autour. Donc tout dépend de la capacité de votre secteur local à offrir une randonnée différente par jour, dans des cadres différents, etc. Donc 19% pour les Français, 15% chez les Allemands, 11,5% chez les Hollandais. Je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est près de 20% des Français qui vont chercher à bouger d'un hébergement à un autre. Ensuite, les sources d'information. Vous avez les 3 nationalités qui sont indiquées ici. À chaque fois, vous avez dessus les Français, en dessous les Allemands et les Hollandais. Une chose qui est à noter quand même, c'est que le papier a encore de l'importance. Vous regardez au milieu du schéma ici, vous avez les cartes de randonnée. Alors, carte de randonnée à différencier de topo guide de randonnée tout en bas. La carte de randonnée, c'est si une carte éditée par leur éditeur national IGN ou d'autres, les Allemands ont aussi leur point de repère au point du carto. S'il y a une carte qui est centrée sur un territoire, dénommée même nom qu'une destination touristique, c'est un élément de choix. Ça reste un élément de choix. Le bouche à oreille reste très important. Les offices de tourisme, sauf pour les Hollandais, très important. Donc on parle bien d'offices de tourisme locaux. Sachant que les Hollandais, ils ont une pratique qui est un petit peu comme les Belges, ils font beaucoup confiance à leur propre avis. Donc, par contre, si vous avez des clientèles belges, vous vous rendez compte qu'ils sont souvent assez fidèles et que les Belges francophones aussi sont des gens qui sont très attentifs à la qualité de la relation avec l'hébergeur ou le prestataire d'activité. Les sites internet en place pour les Hollandais, ça se porte moins sur les sites et beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on peut dire. Et pour finir, je vous propose, quand vous avez à faire le tri dans vos clientèles, alors soit celles que vous recevez déjà, soit les sites que vous visez, une matrice très simplifiée pour pouvoir positionner votre clientèle, voire votre offre sur 2 axes. Un axe qui est verticalement la motivation. Est-ce que les gens que vous visez sont plutôt des gens qui vont être sportifs, ou plutôt en bas ici des gens qui vont chercher à marcher pour découvrir. Sur un axe horizontal, à gauche, des gens qui vont être des débutants. Alors débutants soit en randonnée pédestre, soit sur le territoire dans lequel vous êtes, c'est-à-dire des gens qui font déjà de la randonnée mais qui ne connaissent pas forcément la montagne si vous êtes en montagne par exemple. Et puis à l'autre bout, des gens qui sont initiés, donc là vous êtes sur un axe qui est relatif à l'autonomie de votre clientèle. Et puis vous allez glisser dessus un autre, alors c'est une autre dimension, c'est pour ça qu'on rentre dans le cube, où vous allez avoir le format de la sortie. Est-ce que vous adressez des gens qui viennent pour faire des sorties à la journée, donc vous allez les héberger pour plusieurs jours, ou est-ce que vous êtes sur des gens qui sont en itinérance, auquel cas vous allez les héberger, alors on va pas forcément dire une nuit, parce que un itinérant peut très bien faire une pause, moi j'appelle ça la pause confort ou la pause intérêt, celle qui va s'arrêter dans votre secteur, parce que il en a un peu marre, il a fait que des hébergements un petit peu rustiques, il arrive chez vous, donc c'est là qu'il va se poser pour faire 2 nuits de suite, se reposer, se laver, son linge, faire 3 courses, découvrir autour. Et puis il y a aussi ceux qui ont prévu de rester 2 nuits de suite quelque part, ou même plus, parce que le potentiel du lieu fait qu'ils peuvent ici très précisément faire un mini séjour. Voilà. Donc ça, vous l'aurez sur la présentation en titre d'aide mémoire pour classer à la fois vos clientèles et les offres que vous pouvez mettre en face. Voilà, c'est un peu rapide, mais bon, c'est la mode du genre. On reviendra dessus avec les questions. J'aborde maintenant les cyclistes. Alors, vous voyez que le panel de pratique, il est très diversifié, encore plus diversifié. On parlait tout à l'heure de l'effet Covid. Un des effets Covid, c'est que le vélo est passé encore plus au premier plan à tout point de vue, l'infrastructure, la pratique.
l'image qu'il a aussi dans le public. Donc, on n'a pas fini de voir des cyclistes. Il y a des gens qui se remettent sur le vélo. Il y en a peu qui s'en écartent, parce que l'assistance électrique les garde très, très proches de cet outil qui a fait souffrir beaucoup de monde, mais qui en attire de plus en plus maintenant, puisqu'on a une assistance électrique qui permet de surmonter pas mal de choses. Mais il n'y a pas que ça non plus, hein. On a encore des gens qui pédalent sans assistance. Pour faire un point, alors là vraiment un grand trait, puisqu'on a des données beaucoup plus précises, ici je vous ai mis des éléments, pratique en développement, on est largement maintenant au-dessus de 40%. Deuxième activité sportive en vacances, oui, alors on va nuancer les choses juste après, donc je ne vais pas le développer. Il y a des retombées économiques qui sont de plus en plus significatives et qui maintenant sont chiffrées. On a l'habitude de dire que le vélo c'est l'inverse de la voiture. Moins on va vite, plus on consomme. C'est-à-dire que les gens qui viennent pour découvrir un territoire en vélo et pas pour faire une performance, eh ben, ils vont visiter, ils vont acheter, ils vont séjourner. Donc là, on a un exemple ici qui n'est qu'une moyenne, hein, 75 € par jour de dépenses pour des touristes à vélo itinérants. C'est quelque chose qui est beaucoup plus contrasté selon les territoires. On a des clientèles internationales, beaucoup en vélo. La France est une grande destination vélo. Et les efforts qui sont faits actuellement, et notamment dans votre région, devraient encore accentuer tout ça. Donc préparez-vous à voir des vélos, à accueillir des vélos. Quand on dit à droite que l'activité vélo est mentionnée parmi les 4 principales activités pratiquées, il faut mettre un bémol. Ce bémol, c'est quelle est la place réelle du vélo dans le séjour. Je vous mets ici un petit schéma. Donc, vous avez une flèche en bas à droite, hein, qui vous amène sur un axe. Vous avez à gauche une pratique qui est plutôt, qui veut dire, le vélo, c'est plutôt l'activité centrale. Ma motivation à moi, c'est de pédaler. Je viens là pour rouler. Donc là, on a des cyclosportifs, des cyclogrimpeurs. Et à droite de l'axe, on a le vélo qui est plutôt le véhicule idéal, entre guillemets, hein, parce que on disait que pour découvrir, pour voyager, le vélo c'est idéal parce qu'on va vite, on ne se fatigue pas trop, on peut se poser où on veut, il n'y a pas de carburant, si ce n'est les muscles. Et là, on est plutôt sur la notion de voyage à vélo, cyclo-voyageur en vélo. Donc ça, c'est un axe avec des extrêmes. Tout à fait à gauche, vous avez le plus sportif, tout à fait à droite, vous avez le plus découvreur, dans une optique légère, au point de vue technicité, mais ils ne vont pas forcément être légers à tous les niveaux, parce qu'il va y avoir des itinérants vélo qui vont parfois avoir une remorque, etc. Mais vous avez entre ces deux extrêmes, illustrés par ces petits vélos très différents, des gens qu'on va plutôt appeler les vélos touristes, et puis quand ils vont basculer plus vers le vélo sport, des cyclotouristes, là la frontière est un peu plus floue. Mais il y a des gens que moi j'exclus personnellement. Je dis pas que ça c'est un cycliste. Cette brave dame avec son chapeau de paille, elle est en séjour au camping, dans ses mobilos derrière, et c'est une touriste à vélo. Elle prend son vélo pour aller acheter sa baguette de pain, pour aller à la plage, pour aller au plan d'eau ou visiter le musée, mais elle n'est pas, sa motivation dans son séjour, c'est pas le vélo. Il n'empêche qu'elle aura en partie des besoins qui rejoignent ceux des cyclistes purs et durs. Elle voudra une infrastructure qui lui permet d'aller acheter son pain sans se faire renverser par une voiture. Elle voudra, devant sa boulangerie, avoir un petit parking à vélo pour pas qu'on vole son vélo ou le vélo qu'elle a loué, soit au camping, soit au dehors du secteur. Donc, il faut bien qu'on ait en tête ça. Il n'y a pas un touriste cycliste, il y en a beaucoup de segments différents. Et comme le vocabulaire n'est pas bien stabilisé, très souvent quand on dit cyclotouriste, en fait, on est en train de parler d'un vélotouriste, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire la Loire à vélo et visiter tous les châteaux, alors que le cyclotouriste, c'est quelqu'un qui va faire la vallée de la Loire en groupe, parce que c'est un club de cyclotouristes, et puis une fois dans la semaine, ils vont visiter un site. On n'est pas du tout dans les mêmes motivations, ni dans les mêmes formats. Alors, si on voulait les classer sur une matrice qui ressemble un petit peu à celle des randonneurs pédestres, celle-là, c'est le CRT Aquitaine qui l'avait sorti. Vous pouvez aussi vous amuser, vous intéresser par rapport à vos clientèles ou à l'offre que vous voulez faire, savoir à qui vous adressez, plutôt des gens qui vont être... Ici, l'axe, c'est l'axe itinérance. Hein.
plutôt sédentaires à gauche, plutôt itinérants. Ici, on est plutôt l'inverse de ce que j'avais tout à l'heure sur la mienne. Ici, des gens qui sont plutôt dans le confort, donc plutôt dans l'effort. Et vous regardez si vous vous adressez à des gens qui vont être des cyclo-passionnés. Et là, il faudra protéger leur vélo à 10 000 € parce que, et encore, c'est bien plus cher maintenant qu'on a des transmissions électroniques. Donc, si on parle de local gardé, vous avez un local fermé, gardé, avec une caméra, etc. Parce qu'il y a des gens qui vont venir de Nouvelle-Zélande ou ailleurs pour venir faire du vélo chez vous. Et puis, vous allez avoir des gens qui vont être beaucoup plus tranquilles et qui vont prendre un vélo pour aller d'un point A à un point B, voir une curiosité, un plan d'eau ou autre. Et là, vous aurez une offre qui sera totalement différente. Il faut bien avoir en tête cette segmentation-là pour ce qui était du vélo en général. Et là, je vais aborder le VTT avec peu de choses en fait, parce qu'on a sur le VTT en séjour touristique relativement peu de choses. Ici, je vous montre une segmentation qui n'est pas la segmentation des gens qui vont en séjour. C'est la segmentation des pratiquants VTT en général, issus de travaux du ministère des Sports. Vous avez des pratiquants occasionnels, des pratiquants multisports. Le vélo est un des supports qui leur permet de se dépasser. Vous avez des gens qui vont être... on est passionné baladeur, ça veut pas dire qu'on va être dans le sportif, mais on va en faire souvent. On est en fréquence de pratique, mais on fait de la balade. Donc en fréquence souvent, passionné, mais en intensité basse, puisqu'on est plutôt dans la balade que dans le sport. Ce qui explique la moyenne d'âge sur la photo. Là, à l'inverse, vous avez le compétiteur, donc lui est plutôt sur du VTT en stade, en descente sur un domaine skiable l'été. Et puis vous avez celui, quand on dit le vacancier, attention, c'est pas le VTTiste qui part en séjour VTT. C'est celui qui ne fait du VTT que pendant ses vacances. Donc plus de 4%. C'est pas énorme. Par contre, quelque chose qui va plus vous intéresser, même si c'est ancien, puisque c'est une enquête hébergeur de la GTA, enfin, feu la GTA, parce qu'il n'existe plus, sur les chemins du soleil, donc ça vous concerne, en tout cas pas très loin de chez vous, en tout cas dans votre domaine climatique et géographique, les clientèles cyclistes sur les chemins du soleil. Donc là, on est sur une pratique VTT, on est sur une pratique plutôt itinérante VTT, sachant que l'itinérance VTT n'est pas la plus facile ni à mettre en œuvre ni à pratiquer. Si vous l'avez pratiqué, c'est pas, même avec un vélo source électrique, c'est relativement exigeant. Donc on a l'intérêt d'avoir une pratique qui est en VTT répartie sur 3 bonnes saisons. Le changement climatique va peut-être nous aider encore un petit peu plus, mais en tout cas, hors saison estivale, sur les chemins du soleil, c'est 75% de pratiquants. Bien sûr, le climat est là pour aider. Mais les itinérances en basse altitude sont plutôt intéressantes pour ça. On voit ça aussi sur le vélo de route, pour les cols routiers. C'est pas ceux de Savoie, enfin, ceux, en tout cas de Tarentaise ou de Maurienne qui ouvrent le premier. Les destinations sud sont tout de suite pratiquées. En termes d'âge de pratiquants, on n'est pas dans les plus jeunes, puisque quand on se lance sur les chemins du soleil, on est sur des modalités d'âge qui sont relativement élevées. On trouve beaucoup de pratiquants dans la tranche 35-50 ans parce qu'il y a un croisement disponibilité par rapport aux enfants, ressources financières, parce que c'est cher l'itinérance organisée en VTT, et puis capacité physique. Donc c'est logique qu'on ait presque 50% des pratiquants qui sont entre 35 et 50. Type de groupe classique, on va avoir plutôt des groupes d'amis. Et beaucoup moins de familles, par exemple, ce qui est logique. Le couple est relativement représenté. Taille moyenne, 5 personnes, donc ça peut vous donner un petit peu une idée si vous visez ce genre d'itinérant, ce genre de pratique, sur le dimensionnement d'un hébergement. Et puis plébisciter, bien sûr, le gîte d'étape, puisqu'on est en itinérance. Et on a les autres modalités. On retrouve ici ce que vous aviez sur l'étude randonnée, relativement classique. Parfois, les itinérants en vélo, y compris route, ils choisissent le camping. Pourquoi? Parce que on peut laver son vélo facilement. Leur seule crainte, c'est que dans le camping, il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent, et leur vélo est très très cher et qui est la prunelle de leurs yeux. Ils veulent absolument avoir un endroit où ils sont sûrs que c'est sécuritaire. Bon.
Vous avez certainement été confronté à ce genre de demande. On reviendra tout à l'heure sur les labels, avec le vélo notamment. Donc, un autre qui répond. Enfin, vous aide à y répondre, parce que vous aussi, ne peut être un label et avoir un abri gardé. Sur les évolutions, donc je parlais tout à l'heure du vélo assistance électrique, il était à 10% des parts de marché, maintenant c'est en train d'exploser, à coup de primes, à coup de tout un tas de choses. Simplement, les parts de marché, elles vont concerner beaucoup de vélos urbains, notamment depuis la crise du Covid, avec les aides et les incitations diverses, directes ou pas à la pratique. Elles vont pas forcément, il faut pas prendre ça comme argent comptant pour les clientèles touristiques. Pas parce qu'on a acheté un VAE pour aller au boulot ou se déplacer dans sa ville qu'on va en faire pendant ses vacances. C'est pas si automatique que ça, mais ça conditionne quand même des choses qui vont se passer dans nos territoires touristiques. On a une évolution sur les âges, sur le genre, la féminisation progresse. L'évolution des attentes, elle est conditionnée par tout ça aussi. On va avoir besoin de vélo électrique, ça veut dire qu'il faut pouvoir le louer quand je suis en séjour touristique. Je dois pouvoir le recharger. On parlera du label Accueil Vélo, mais depuis 2019, il est obligatoire dans tous les métiers prévus par le label Accueil Vélo d'avoir une prise pour recharger un vélo assistance électrique. On a besoin parfois d'une prise en main, parce que le vélo assistance électrique, le VTT se pilote pas forcément de la même façon en descente, parce qu'il faut apprendre à gérer un petit peu sa batterie. Donc si c'est pas fait au magasin ou en location, des fois il y a des gens qui faut un petit peu rappeler d'autres choses. Certains territoires font des tracés adaptés aux vélos assistance électrique, notamment sur le VTT. Sur le routier, ça se justifie pas, mais sur le VTT, il peut y avoir un intérêt à prévoir des itinéraires ou des tracés qui sont spécifiques VTT. Et puis, comme c'est des vélos encore plus chers, sécurisation, comme c'est des vélos un peu plus encombrants pour certains, ou dont les organes peuvent être plus fragiles, le transport et le vol, donc, sont des éléments qui sont encore plus à prendre en compte dans la préoccupation de vos clientèles. Sachant que l'assistance électrique concerne tous les segments du vélo. Le VTC, le VTT, le vélo voyageur et le cyclo-route, et notamment en montagne, puisque tous les fabricants et distributeurs disent bien que le vélo assistance électrique pour la route n'a aucun intérêt, pas beaucoup d'intérêt en plaine, parce qu'à partir de 25 km/h, vous débrayez, donc ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, le terrain d'excellence, là, pour le coup, c'est bien la montagne. Et puis, pour être encore sur les tendances, le gravel bike est une des tendances importantes. En termes de proposition d'offres de matériel, puisque les équipementiers veulent nous faire acheter un vélo de plus. Vous savez bien qu'au fond du garage, il faut qu'on ait une paire de skis pour tout, et puis un vélo pour chacune de nos pratiques. Il faut un VTT, un vélo de ville, un vélo de ci, un vélo de ça, un vélo de route aéro, un vélo comme ci, et puis maintenant, il faut avoir un gravel. Tout en disant que le gravel est à mi-chemin entre le VTT et le vélo de route. Et vous verrez de plus en plus d'images avec du gravel, vous verrez de plus en plus de gens qui vont a priori demander où est-ce qu'il y a un endroit un petit peu rustique. Ça ouvre des perspectives sur des tracés qu'on n'avait pas, parce que on voulait privilégier le revêtu, un peu de roue. Donc le gravel bike est en train de revenir beaucoup sur le devant de la scène. À noter que dans les premières courses à vélo de la saison, il y a les routes blanches en Toscane qui se déroulent sur des routes de type gravel bike. Et en France, on commence à avoir des belles compétitions aussi sur le gravel. Pas au calendrier FFC, mais le Tour de France, je vous disais, je suis sur la Savoie, donc juste à côté d'Annecy, et ça fait 2 Tours de France, le Tour passe sur les portions de gravel au plateau de l'hiver. Voilà, sur l'offre vélo, il faut bien faire attention quand vous adressez à des cyclistes, ce sont des gens qui ont un niveau d'exigence qui peut être très élevé, puisque je vous le disais, les catégories socio-professionnelles du vélo se sont élevées. Un médecin qui faisait du golf, maintenant il a plus ses clubs de golf dans le coffre, il a son vélo sur le toit ou à l'arrière. On a des vélos qui sont plus chers, on a un équipement qui est plus cher, on a des casques qui sont connectés, qui déclenchent une alerte si vous êtes tombé dans le fossé, vous n'avez pas signalé qu'en fait c'était juste une petite chute, on peut localiser un accident avec votre casque connecté.
Et puis, il y a aussi des gens qui ont testé des offres de séjour vélo qui sont d'un tellement haut niveau qu'ils vont les prendre comme référence pour vous demander peut-être quelque chose qui ressemble à ce niveau de qualité. Quand vous avez une chaîne qui s'appelle Italy Bike Hotel, qui est une chaîne volontaire, hein, ce sont des indépendants qui font des offres très léchées à des prix qui défient toute concurrence, donc c'est assez compliqué de se mettre à leur niveau, mais au moins ça donne un point de référence. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Hein. Vous avez des séjours tout compris au bord de l'Adriatique pour une pincée d'euros. Vous avez rinçage des bidons, vous avez la machine à laver les maillots avec le programme douceur pour pas que le maillot technique en textile ultra perfectionné ils fondent à cause de votre programme qui va un peu trop fort ou qui les sort un peu trop vite. On a Swiss Mobile sur la Suisse qui est une source d'information qui garantit une fluidité sur tout ce qui est information de distance à vélo notamment, il faut aussi le kayak. Voilà, on a des concurrences et des attentes qui peuvent vous mettre à un niveau d'exigence assez élevé. Donc, il y a besoin d'être à la hauteur. Et puis selon les formats, on a aussi les formats de pratique de séjour. En tout cas, on a des exigences qui peuvent être plus importantes. Donc là, je vous ai décrit du haut vers le bas tout ce qui vient se rajouter quand un cycliste à la journée cherche à faire un séjour en sédentaire. Donc il va falloir ajouter à tout ce qui est besoin de base du cycliste à la journée, tout ce qui va concerner son camp de base, puisque lui va venir séjourner pour vous pour faire plusieurs petites sorties vélo autour. Il va avoir besoin de services plus, donc là c'est tout ce que je décrivais relatif aux hôtels Bike Hotel. Après, s'il est en séjour itinérant et qu'il arrive chez vous en étape, alors il va être plus ou moins autonome, mais en tout cas, l'itinérant, le problème c'est que lui il va arriver quand il peut. Hein, s'il a eu un incident, s'il y a un petit problème de météo ou autre, il n'a pas forcément comme les sédentaires qui arrivent vite. Si vous êtes un hôtelier, vous avez l'habitude. Si vous êtes un hôtelier à la semaine, c'est plus compliqué de basculer vers l'accueil et la nuitée des itinérants. Il va avoir besoin de logistique parce qu'il y a peut-être un moment où il faut transférer parce qu'une portion est difficile ou autre. Peut-être même transférer uniquement les bagages parce qu'on veut voyager léger. Donc pas mal d'attentes supplémentaires. Et puis les gens qui viennent sur un événement vélo, mais ça ne concerne pas, sauf si vous êtes partenaire des organisateurs, c'est que c'est des gens qui payent pour avoir en un concentré de temps assez limité, un jour, 2 jours, une prestation très léchée, quoi. Un truc qui est vraiment zéro défaut sur un événementiel vélo, payant les cyclos sportifs, les grandes courses, les brevets de randonneurs, etc. Voilà pour les vélos. Je cravache pour tenir l'heure. Je pense que Fabienne, je suis dans les temps encore, c'est bon, je crois. Pour finir, je vous donne un éclairage sur les points clés pour monter des offres performantes quand on se tourne vers des clientèles outdoor. Alors, il y a des choses qui sont génériques. Hein. Là, je vous remets une image qui est assez parlante sur votre métier, c'est-à-dire la prestation touristique. Hein. Vous êtes dans la catégorie hébergeur, mais c'est valable pour tout le monde. Tout ce qui ça dépasse un tout petit peu au-dessus. Hein. Notre iceberg à nous, c'est qu'on a des gens à qui on vend du loisir, des vacances, donc il faut que ça se passe bien. Pour nous, c'est un petit peu pareil. Ce qui dépasse, ce qui se passe bien, c'est quand on commercialise notre offre, mais ça suppose un travail préalable qui est assez important. Et aujourd'hui, ce que je vous montrais, c'était ce qui concerne les clientèles en bas. La base de l'iceberg, c'est qui est-ce que je vise. Au-dessus, il faut que je décide, moi, ce que je veux leur proposer et qui je veux être pour mes clientèles, la place que je veux occuper dans son esprit, et qui je veux être par rapport à mes concurrents. Quand ils pensent à moi, à quoi ils me comparent, à qui ils me comparent. Après, je construis une offre d'hébergement, offre de service, ça dépend du métier dans la prestation touristique, et puis je vais l'installer sur mon marché. Et si ça marche, je rencontre mon marché. Mais pour que ça marche, je suis obligé de travailler cet ensemble. Là, on est sur du marketing de base, mais ça ne mange pas de pain de se le rappeler au départ. Tout part de qui je vise, qu'est-ce que je propose, qui je suis. Ensuite, si on est sur le côté communication,
On peut avoir le meilleur produit du monde, c'est un petit peu là que le bas blesse parfois, c'est la case communication, distribution, mais toujours se rappeler que pour déclencher le geste d'achat, il faut être connu, compris, aimé, trouvable, achetable. Connu, ça veut dire que d'abord, il faut qu'on sache que vous existez. Notoriété. J'ai entendu parler, j'ai pas entendu parler. Après, votre produit, je l'ai compris, je sais qui vous êtes. Vous êtes un camping, vous êtes un hôtel spécialisé dans tel truc avec une piscine. Après, il faut qu'on soit aimé, c'est-à-dire que j'ai peut-être tout à fait connu et compris. Enfin, je vous ai trouvé, je vous ai compris, mais non, ça m'intéresse pas. Pour que ça intéresse, il faut que l'image soit attractive. Il faut qu'elle corresponde à la cible. Et quand je vous disais tout à l'heure, ne vous trompez pas, au tout début, rappelez-vous les contrastes. Rappelez-vous bien à quel type de cible vous vous adressez. Et quand vous allez attirer sur de l'outdoor, quel outdoor vous allez présenter et à qui. Ensuite, la distribution, elle est importante. Où est-ce qu'on va vous trouver? Est-ce qu'on vous trouve à l'office? Est-ce qu'on vous trouve sur Booking? Est-ce qu'on vous trouve sur la place de marché locale? Donc, est-ce que c'est des annonces de travail de voyage online? Est-ce que vous êtes sur le site de l'office de place de marché locale? Et puis, est-ce que quand je vous ai trouvé, avec j'ai navigué sur le web, etc., ou sur les réseaux, est-ce qu'à la fin, je peux cliquer pour réserver? Ça, c'est des choses qui manquent parfois un peu en France pour pas mal de gens. La visibilité, vous l'avez soit par vos institutionnels, les offices de tourisme. Ici, on parle aussi de la route. Quand on est sur ou à proximité d'une itinérance structurée, c'est une bonne façon d'être repéré par le biais de cette itinérance qui contribue à structurer une destination ou qui devient elle-même une destination. Il y a des destinations, des territoires qui sont plus connus par leur produit d'itinérance que par le territoire lui-même n'est connu en tant que tel. Et puis, vous avez tous les labels et les réseaux dont notamment Fabien va parler par la suite, donc je ne vais pas me tirer là-dessus, mais vous avez plein de façons d'être connus, repérés par vos clientèles. Ici, compagnon de route, parce que c'est les bonnes adresses de la Fédération de randonnée pédestre, et idem pour la Fédération AFF Vélo, qui est la Fédération du cyclotourisme. Je ne reviens pas sur ce diagramme-là qui est sur les canaux de distribution. De toute façon, vous êtes tous, je suppose, multi-canal. N'oubliez pas votre canal local, parce que c'est celui à qui, quand vous versez une commission, vous avez adhéré, selon les cas, ça génère des ressources qui vous permettent de faire votre promotion, la promotion de votre destination et indirectement ou directement. Ici, juste à titre d'exemple, le Tour du Mont Blanc, des hébergeurs qui à un moment ont pris le temps et ont choisi une opportunité de financement pour mettre en place un portail de réservation d'itinérants qui est ultra performant et qui a boosté leur chiffre d'affaires en très peu de temps. On peut se dire le Tour du Mont Blanc ça marchera toujours, ça marche beaucoup mieux si l'outil de réservation il est fluide, il est très adapté aux attentes de la clientèle et il est fédérateur parce que tout le monde est dessus. Voilà la parenthèse. Les labels, donc on va vous en reparler après, mais j'insiste là-dessus parce que on parle de séduire, on parle de clientèle et de cible et de monter des offres pour séduire, mais après il faut tenir la promesse. Et c'est quand même ça qui est le plus important, puisque le bouche à oreille assisté par les réseaux sociaux est quand même l'axe majeur de promotion durable au sens très large du terme. Donc rentrer dans un réseau, c'est d'abord être dans une structure qui vous amène à l'amélioration continue, c'est ne pas perdre de vue l'amélioration de votre produit et l'écoute client, profiter d'un effet réseau, et puis d'avoir toujours une longueur d'avance parce que vous bénéficiez de l'expérience de ce en réseau et puis aussi de la stimulation interne au réseau. Donc là où j'en mets quelques-uns, on a parlé d'accueil vélo et Fabienne vous parlera notamment de qualité tourisme. Et puis quelques éléments concrets pour finir. Je regarde, oui, à peu près dans le temps. Enfin, je sais pas, Fabienne, c'est bon? C'est juste. Oui, je pense. Juste. Alors c'est bon, c'est les deux dernières. Juste, voilà. Donc, mais vous pourrez vous replonger dans le doc parce que ici, pour finir, je vous mets des éléments très très concrets. Il y a des prestataires qui, pour lever le frein que des familles auraient à prendre un âne pour emmener leurs enfants faire de la randonnée, et ben ils ont fait une petite fiche conseil pour déminer le terrain. On a ici le réseau. Alors AJA, c'est une coopérative de tourisme. Ce sont des hébergeurs en Alsace
qui se sont mis en réseau très local pour viser les itinérants pédestres et vélos. Et ils leur parlent toujours avec des mots-clés qui font mouche. Ils leur parlent de séchage. Vous pouvez arriver mouillé chez eux, de toute façon, normalement, vous serez sec. Vous serez bien nourri, vous aurez pu laver votre matériel et vêtements, vous aurez garé votre vélo dans un endroit sécurisé. La réservation, elle sera peut-être décalée si vous avez eu un petit souci, on décalera à la suivante. Vous avez un repas reconstituant. Bref, ils ont compris, ils ont utilisé les argumentaires qui vont avec. Je vous mets ici les services plus. Si vous êtes hébergeur, vous êtes forcément aussi celui vers qui on va se tourner quand on sera arrivé. On dira, oh, mais demain, j'ai quelqu'un de l'équipe qui est un peu souffrant. Est-ce qu'il y a moyen de le transporter jusqu'à l'hébergement suivant si on parle d'itinérant, bien sûr. Je ne développe pas les exemples sur le fluvial, mais à chaque fois qu'on peut lever un frein, effectivement, il rentre en service, on a une valeur ajoutée plus importante, donc une attractivité et un bouche à oreille qui va mieux fonctionner. Et puis là, c'est la dernière des dernières, puisqu'on va parler de l'itinérance, de la route, etc. La fluidité, c'est aussi des éléments qui permettent de garantir une prestation de qualité. Le simple fait d'être immatriculé, d'être enregistré auprès d'Atout France comme opérateur, c'est la possibilité de faire du tout compris. Donc quand quelqu'un vous dit, oh ben moi je voudrais quelque chose de simple, vous pouvez revendre un service qui n'est pas assuré directement par vous. Quand vous organisez à plusieurs dans un réseau, vous pouvez faire comme ce qui se fait beaucoup sur la Loire à vélo, qui fait un des succès de la destination, c'est qu'on loue un vélo à un endroit, on laisse à un autre, on n'a pas besoin de le ramener. Ce que vous faites beaucoup en Ubaï, par exemple, avec les kayaks, les rafts, certains, le faire pour du vélo, c'est bien, parce qu'il y a un sens qui va bien, puis il y a un sens, quand on remonte, c'est moins rigolo. Ou alors, on est en train de continuer vers notre destination, on peut repartir sur autre chose. Les gens qui sont à vélo ou à pied, ben, quand ils visitent un endroit, il faut qu'il y ait des consignes de bagages. Important. Ici, un exemple qui ne vous concerne pas, mais qui est sur de la location combinée. Enfin, ça vous concerne, mais sur d'autres modalités. Vous pouvez très bien dire, ben, vous faites du vélo, enfin, vous descendez en kayak, vous remontez en vélo, par exemple. Et comme je suis immatriculé à toute France, et ben, peut-être que c'est en un seul package, c'est moi qui vous propose tout ça. Et puis, moyen de paiement. Même les refuges prennent les cartes bancaires. Voilà, c'est un gros refuge, je vous l'accorde, mais on arrive aussi, je travaille beaucoup avec ces hébergements, à se rendre compte que la facilité, la fluidité, pour des gens qui sont légers parce qu'ils courent, parce qu'ils marchent, parce qu'ils pédalent, il faut leur offrir beaucoup de facilité à ce niveau-là. Voilà, pour finir, sous l'œil attentif de Fabienne, sous la dictature du chronomètre. Non, j'ai pas dit la dictature de Fabienne, mais l'œil attentif. J'ai apprécié d'ailleurs. Voilà, voilà, j'espère que c'était... Bon, c'était un peu monotone hein, quand c'est monologue, mais on ouvre le dialogue maintenant. Et c'est le difficile d'exercice du webinar. Par contre, voilà, donc le temps d'échange sur cette partie-là est ouvert. Donc, je n'ai pas eu de questions sur le chat. Mais voilà, si vous avez des questions, voilà, c'est le moment. On se laisse 5 petites minutes pour y répondre avant de commencer l'autre partie. Alors, qu'est-ce que je peux lire ? Écoutez, pour l'instant, pas de questions. Bon, bah, apparemment, c'est très clair. Il y en aura peut-être plus après sur le lien. Peut-être. De toute façon, on se laissera aussi un temps à la fin du webinar pour, voilà, si vous avez vraiment des questions qui vous sont venues, vous n'hésitez pas. Alors, moi, pendant ce temps, je vais charger la présentation pour commencer à vous présenter la Routo. Hop. Oui, donc apparemment, pas de questions. C'était très clair, Christophe. Voilà. Alors maintenant,
nous arrivons à la partie, on va dire, vraiment centrée sur le territoire et on souhaitait vous présenter ce nouvel itinéraire qui traverse les Alpes de Haute-Provence, donc qui s'appelle la Routo, qui a été labellisé le GR69. Donc c'est un itinéraire d'agritourisme transfrontalier, c'est-à-dire qui part d'Arles, qui traverse donc une partie des Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence, en passant donc par tout ce qui est Gréoux, remontant par le Pays d'Inois, la vallée de la Blanche, une partie de l'Ubaye, et il traverse pour aller en Italie et pour finir à Cuneo. Donc cet itinéraire-là, c'est quand même 520 km d'itinéraire, dont 250 dans les Alpes de Haute-Provence. Donc vous voyez que l'itinéraire quand même est très présent sur notre territoire. 15 étapes principales dans les Alpes de Haute-Provence et 25 communes traversées. Je ne vais pas toutes les lister. Vous aurez là, je le répète, hein, vous aurez les présentations, je vous les transférerai par mail dès demain. Donc voilà, vous avez en tout cas la liste des communes traversées par cet itinéraire. Donc il faut savoir que cet itinéraire, il est géré par la Maison de la Transhumance qui est basée à Salon-de-Provence. Ils ont déposé la marque, la Routo également, donc ça j'y reviendrai dans les marques et les labels. Il faut savoir également, donc c'est le conseil départemental qui m'a indiqué ça donc à la réunion de préparation. Il est prévu 2 inaugurations, donc une première inauguration du tracé de l'itinéraire à Gréoux en mai de cette année et l'inauguration sur l'Ubaye qui était initialement prévue en juillet de cette année a malheureusement dû être reportée sur le printemps 2022. Mais il y aura une inauguration également en Ubaye pour justement, donc bien sûr, convoquer tous les élus, etc., tous les acteurs de cet itinéraire, mais aussi faire un zoom de communication sur ce nouvel itinéraire transfrontalier. Je vous ai mis une petite carte qui pourra aussi vous aider à visualiser un petit peu plus simplement l'itinéraire. On voulait vous présenter également la campagne de communication qui va avoir lieu et qui a déjà débuté pour certains volets autour de l'itinéraire La Routo. Donc il va y avoir des activités de promotion en B2B, hein, comme les éductours, les mini-workshops sur les différents territoires, donc ça va être mené, mais également des activités vraiment de communication grand public avec des voyages de presse, donc qui sont organisés, il y a des accueils presse qui sont déjà organisés cette année sur le territoire par l'agence de développement. Des réalisations de vidéos, donc là 2 films ont été faits sur les Alpes de Haute-Provence. Un va être fait sur l'Italie et un autre sur les Bouches-du-Rhône. Et il va être fait également, mais alors là je lis qu'il est en cours de préparation, un mini teaser, en tout cas une présentation du GR, donc des vidéos qui vont être diffusées donc, à partir de mai 2021 pour promouvoir l'itinéraire et les différents territoires que borde cet itinéraire. Donc 2 films sur les Alpes de Haute-Provence. Donc je sais qu'il y en a un qui a été tourné vers Prats, vers le col d'Alos, autour justement en interviewant une bergère, etc. Puisque c'est vrai que j'ai oublié de vous l'indiquer, l'itinéraire La Routo est basé à la base sur l'itinéraire de la transhumance, sur les pas de la transhumance. Donc le fil rouge de cet itinéraire, c'est la transhumance qui part de Camargue pour aller jusqu'en Italie. Au niveau de la promotion, il est également prévu des reportages photos. Donc là, c'est en cours également. Et ces photos, cette base de données photos sera à la disposition des professionnels qui longent l'itinéraire La Routo. Ils seront à votre disposition pour les utiliser sur vos supports de communication, qu'ils soient print ou numériques. Donc là encore, une fois que la base de données sera prête, on vous informera, vous professionnels de La Routo, comment avoir accès à ces photos, à cette banque de données pour pouvoir les utiliser le cas échéant. Participation à des salons, donc là le plan de participation de salon a été bien entendu complètement modifié en raison du contexte sanitaire. Donc à aujourd'hui,
L'agence de développement nous dit on attend de voir un petit peu les mois qui arrivent pour voir si sur 2022 des salons seront programmés pour pouvoir promouvoir cet itinéraire. En tout cas, c'est prévu. Et une réalisation d'une carte de la Routo et une diffusion, donc là encore, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année 2021, voire début d'année 2022. Voilà. Et dernier point, l'agence de développement pense également monter des produits touristiques, la Routo. Donc, ils sont en cours de constitution. Donc, ces produits touristiques pourraient être sur la base de 2 jours, 1 nuit ou 3 jours de nuit, en mêlant bien sûr de la randonnée, la visite d'une exploitation ou autre, de l'artisanat d'art, à voir, en tout cas un volet visite, et bien sûr une nuitée chez un hébergeur à proximité de l'itinéraire. Donc ça, c'est en cours également. C'est Philippe Léoufre de l'agence de développement qui en est en charge. Vous aurez ses coordonnées dans les slides suivants. Donc voilà, ne soyez pas étonnés. Si l'agence vous contacte ou si vous avez à proposer quelque chose, n'hésitez pas également à les contacter. Donc cet itinéraire, pour finir, bien entendu, ça cible essentiellement la randonnée pédestre, mais pas que. Il y a des tronçons pour le VTT et des tronçons également pour la randonnée équestre. Donc ce tronçon randonnée équestre, je me le suis fait préciser par le conseil départemental, sur notre territoire, il ira se tracer équestre à peu près de Gréoux jusqu'à Seyne, pas plus haut. Voilà pour tout ce qui est la Routo, campagne de communication. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le chat par rapport à cet itinéraire. Donc là, je vous ai mis les coordonnées de la responsable de l'itinéraire La Routo, Anne Rinjonneau, au niveau du conseil départemental. Si vous avez des questions au niveau de l'itinéraire, vous savez également que c'est la maison de la transhumance à Saint-Lô-de-Provence qui gère le balisage, etc. Et vous avez l'agence de développement qui gère tout ce qui est campagne de promotion. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces produits touristiques en cours de constitution qui vont l'être, n'hésitez pas à contacter les services de l'agence de développement. Alors, je ne vois pas de questions arriver sur l'itinéraire La Routo. Hop, j'ai un petit décalage. Je regarde. Non, il n'y a pas de questions. Du coup, on va dérouler. On voulait faire un zoom. On l'a vu. Christophe nous en parlait. Vous le savez, on ne vous apprend rien. La qualité dans l'accueil des clientèles, quelle qu'elle soit, est très importante. Mais dans l'accueil des clientèles outdoor, ça revêt une dimension spécifique. Vous avez vu que ces clientèles ont des attentes spécifiques, ont des profils distincts. Donc, il est important que la qualité de la prestation soit au rendez-vous. Et il est important également pour la promotion de votre établissement, pour séduire ces clientèles, d'utiliser un petit peu des marques, des labels comme réassurance pour ces clientèles en disant voilà, je suis assurée de la qualité de la prestation que je pourrais trouver. Tiens, ben oui, effectivement, parce que je vois différents labels qui me concernent. Alors, j'ai juste une question. La Routo est-elle essentiellement pédestre ou aussi en VTT? Donc, elle est essentiellement pédestre, mais il y a des tronçons, Nadine, en VTT, effectivement. VTT à assistance électrique. Donc, il y a des tronçons, notamment dans votre bassin géographique. Du coup, je reviens sur les marques. Donc, on souhaitait aujourd'hui vous faire un petit peu un zoom sur les différentes marques et labels qui existent sur le territoire et ensuite faire un zoom particulier sur la marque Qualité Tourisme et sur l'accompagnement que l'on peut vous proposer à ce titre-là. Donc, au niveau Qualité Tourisme, certains qui participent à l'atelier connaissent bien cette marque, le sont ou l'ont été. Donc, c'est une marque, c'est une des rares marques nationales qui existent, qui valorise l'engagement des professionnels en faveur d'un accueil et de prestations de qualité. Donc, elle est délivrée pour 5 ans par le ministère, par l'État, avec un contrôle indépendant, c'est-à-dire que vous avez la visite d'un client mystère
dans votre établissement. Il existe différents référentiels par grand type d'activité. Donc, on va trouver pour les hébergeurs un référentiel hôtel-restaurant, également un référentiel pour les campings ou les chambres d'hôtes ou les gîtes de groupe et d'étape. Donc, c'est vraiment, vous avez un tronc commun et avec des petites spécificités en fonction du différents types d'hébergement. Une étude a été menée il y a tous les 2 ans en fait par le ministère sur la clientèle qui sont passés par les hébergements et qui ont utilisé les hébergements et les prestataires qualité tourisme. Donc on voit que les clients ils sont quand même relativement plus satisfaits par rapport aux moyennes françaises et européennes sur le rapport qualité-prix des établissements qualité tourisme, sur l'accueil qu'ils ont reçu. Sur la qualité générale de l'établissement et également, il y a des points supérieurs, 12 points en tout cas, sur l'intention de revisite des établissements qualité tourisme. J'y reviendrai, là c'était juste je plante le décor, je vous présente les différentes marques, je vous présenterai le dispositif d'accompagnement qualité tourisme juste avant la fin de la réunion. On voulait vous présenter aussi un label qui, par rapport à la thématique, nous semble très intéressante. Il est en train d'être déployé sur le département, c'est le label Accueil Vélo. Donc, il est géré, en tout cas la coordination est gérée par l'agence de développement au niveau départemental. Donc, à chaque fois, pour chaque label, vous trouverez dans un petit encadré en bas à droite le nom du contact avec les coordonnées téléphoniques et mail. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de contacter les personnes ressources qui pourront vous présenter plus en détail les dispositifs pour être labellisés ou marqués. Donc, au niveau de l'accueil vélo, c'est une garantie un petit peu pour le touriste à vélo, soyons très clairs. Donc il faut, alors je vous laisse lire, mais effectivement il faut déjà se trouver à moins de 5 km de l'itinéraire vélo. Déjà. Il faut disposer d'équipements adaptés, c'est-à-dire abri à vélo sécurisé, kit de réparation, recharge pour les VAE, etc. Donc, il faut disposer d'équipements un petit peu adaptés. Et ensuite, il faut effectivement dispenser des informations, des conseils sur les circuits, sur la météo, etc. liés au vélo. Donc, et vous devez également, si vous le souhaitez, disposer de services plus, comme l'indiquait Christophe, qui peuvent être au niveau du vélo, les transferts de bagages. Voilà. Donc, au niveau de la marque Accueil Vélo, ça peut être une valeur ajoutée pour votre établissement. Ça veut dire que déjà, vous allez vous adapter, en suivant ce référentiel, vous allez savoir quoi faire pour vous adapter véritablement aux attentes de cette clientèle à vélo, en vous structurant, en vous dotant d'équipements dont on vient de parler. Vous serez également un petit peu identifié sur les outils de promotion de la marque Accueil Vélo, tagués comme marqués, c'est-à-dire comme pouvant accueillir dans de très bonnes conditions ce public-là, donc augmenter un petit peu la notoriété de votre établissement sur cette clientèle-là à vélo. Je vous laisse... alors excusez-moi, je dois gérer du public qui s'est connecté et redéconnecté. Voilà. Donc voilà au niveau de l'accueil vélo, un label très intéressant qui prend de l'essor sur le département. Voilà, notre département est une terre de vélo. Ça peut être intéressant pour votre établissement de vous y pencher. Donc là, on a souhaité également faire un zoom sur tout ce qui est écolabel. Donc il en existe plusieurs. On a fait un zoom sur Clé Verte et sur l'écolabel européen. Clé Verte, ça reste pour nous, on va dire, l'écolabel, de la première marche de l'écolabel, c'est-à-dire en discutant avec les professionnels qui sont Clé Verte, on se rend bien compte que c'est la première marche et que c'est le label, on va dire, le plus facilement atteignable dans un premier temps pour les établissements qui souhaitent se tourner vers un écolabel. Donc cet écolabel, il est tourné aux hébergeurs, mais également aux restaurants. Donc là encore, vous avez bien sûr un contrôle par un auditeur externe qui vient un petit peu auditer votre établissement de manière mystère.
Clé verte, on en a parlé, la première marche. L'écolabel européen, deuxième marche de ces écolabels. Donc là, un petit peu plus, le référentiel est plus dense, plus important. Le coût n'est pas le même également. Là, vous êtes contrôlé par l'AFNOR tous les 2 ans. Donc voilà, une deuxième étape pour les établissements qui souhaiteraient se tourner vers le tourisme durable et les écolabels. Bien entendu, il existe également toutes les marques parcs. Vous êtes, en tout cas, une grande partie des établissements du département font partie, sont sur des territoires parcs. Alors, soit les parcs nationaux, comme le Mercantour dans l'Ubaye, et vous avez également tout ce qui est parcs naturels régionaux, comme le Luberon ou le Verdon sur notre territoire. Donc là, on vous présente rapidement, hein, bien entendu, l'Esprit Parc Mercantour. Donc c'est une marque qui est destinée à tous les acteurs économiques du territoire. Donc, ils se mobilisent, bien entendu, autour du respect de l'environnement et la protection du territoire. Donc, c'est porteur d'un message de tourisme durable, de solidarité avec le territoire, de développement de l'économie locale, etc. Donc là, je vous ai encore mis les contacts si vous souhaitez rentrer dans cette démarche, mais je sais qu'il y a beaucoup d'établissements en Ubaye qui en font déjà partie. N'hésitez pas à contacter cette personne. Pour nos établissements du sud du département, je vous ai également mis la marque Parc, mais là, Verdon. Donc, c'est une marque qui est ouverte là aux hébergeurs et aux prestataires d'activités, aux APN, aux prestataires de loisirs, aux visites découvertes. Donc, on est un petit peu sur la même lignée que le parc du Mercantour. Donc, c'est pour les professionnels qui s'engagent à sensibiliser leur clientèle et à se mobiliser pour la préservation de leur territoire et qui se mobilisent également autour de valeurs comme l'économie locale et le patrimoine. Donc là, je vous ai mis 2 contacts en fonction de votre activité. Là, pour les hébergeurs, c'est Gwenaël Sabi que certains doivent bien connaître également. Là, je vais passer très vite puisque nous n'avons pas ce type d'hébergeur présent aujourd'hui à la visio. Je voulais quand même vous parler, bien entendu, de la marque Larouto, comme je vous l'indiquais, qui a été déposée par la Maison de la Transhumance. Elle a été déposée en 2012. Donc, l'idée derrière cette marque, c'est quoi? C'est mettre en place un réseau de professionnels autour de l'itinéraire Larouto, que ce soit des hébergeurs, des restaurateurs, des bagagistes, des prestataires de loisirs, des activités de pleine nature, un petit peu sur le modèle de l'association Stevenson dans les Cévennes, que vous connaissez sans doute, qui gère le GR70. Donc là, on en est au stade de l'ingénierie de projet et le déploiement de la marque doit se faire à partir de cette année. Donc avec effectivement le contexte sanitaire, ça a pris un petit peu de retard. Par contre, on a eu des infos là il y a quelques jours. La Maison de la Transhumance devrait prendre contact avec les professionnels qui jouxtent l'itinéraire Larouto vers septembre-octobre de cette année 2021 pour leur présenter justement la marque Larouto et quelle va être la charte autour de l'utilisation de cette marque Larouto. Donc à aujourd'hui, on est un petit peu sec. On pensait vous en présenter un petit peu plus, mais je vous dis voilà, avec le contexte, ça a pris du retard. Mais voilà, à la rentrée de 2021, automne 2021, on reviendra vers vous pour vous présenter les conditions d'utilisation, on va dire, de cette marque et comment la Maison de la Transhumance voit la création de ce réseau de professionnels autour de Larouto. Si vous avez des questions plus précises, je sais que certains professionnels qui sont là aujourd'hui, qui participent, avaient des questions très précises sur le balisage de Larouto, etc. Vous pouvez contacter la Maison de la Transhumance. Donc là, je vous ai mis les coordonnées du président. Il y a également une chargée de mission qui est arrivée à l'automne dernier, qui pourra également vous renseigner. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez
des questions très précises, mais voilà, sur tout ce qui est balisage, sur niveau de difficulté de l'itinéraire, si vous avez des questions à ce niveau-là. Alors, on avait prévu également de présenter tout ce qui était label qui touche, en tout cas qui peuvent toucher les restaurateurs. On va passer très vite. Alors, on a 1 ou 2 hôtels-restaurants présents aujourd'hui, mais c'est vrai que l'activité principale restant l'hébergement, on va passer très vite. Sachez en tout cas que pour tout ce qui est bistrot de pays, maître restaurateur, vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé ou si voilà, vous avez des questions à ce sujet-là. On pourra vous renseigner, vous aiguiller sans aucun problème. Vous avez les contacts juste en bas à droite. Alors pour finir, parce que je vois l'heure qui passe très très vite, on voulait vous parler du dispositif d'accompagnement. Donc, je vous l'ai dit en préambule, nous sommes aidés par les fonds européens, par le dispositif Alcotra, pour aider les professionnels à aller vers ces clientèles outdoor. Donc, nous avons mis en place un dispositif commun avec la CCI et l'agence de développement pour accompagner au mieux les professionnels et renforcer, bien sûr, leurs compétences. Donc, je vous ai mis les activités qui sont ciblées par cet accompagnement, les hébergeurs, on en a longuement parlé, les restaurateurs, les cafés par brasserie, les activités de pleine nature et les lieux de visite, musées, etc., hors visite d'entreprise. Voilà, donc toutes ces activités-là peuvent être accompagnées par la CCI ou l'agence de développement pour vous aider à monter en compétence sur l'accueil des clientèles outdoor. Donc, nous utilisons une même méthodologie, nous utilisons le même calendrier puisqu'on a exactement les mêmes échéances. C'est un dispositif qui utilise les mêmes modalités financières, c'est-à-dire qu'il est gratuit. Donc, c'est une chance, d'autant plus par les temps qui courent et au regard du contexte. Les places sont limitées, donc voilà, les premiers inscrits, bien entendu, seront les premiers services, si j'ai envie de dire. En tout cas, la mise en œuvre, elle a débuté donc l'année dernière, en fin d'année, avec les premiers ateliers de sensibilisation. Et là, à partir du printemps 2021, on attaque vraiment l'accompagnement des professionnels. Donc, si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou si vous êtes intéressé par le dispositif, n'hésitez pas de revenir vers nous. Là encore, vous aurez nos coordonnées en fin de diaporama. Donc, au niveau de ce dispositif d'accompagnement, j'en ai déjà parlé, il y a différentes actions qui vont être menées ou qui ont déjà été menées. Les premiers, c'est les ateliers de sensibilisation. Comme celui d'aujourd'hui. On reste également à votre disposition pour vous orienter vers les marques et différents labels qualité. Donc, je vous ai fait un petit peu un panorama des marques et des labels. N'hésitez pas, là encore, si vous avez des questions, à revenir vers nous. Et il va également avoir ce volet d'accompagnement vers la marque Qualité Tourisme. Cet accompagnement donc, se déroulera à partir de cette année jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire jusqu'à, on va dire, l'été, voire septembre 2022. Nous mettrons en place également des ateliers de formation, du coaching, c'est-à-dire de l'accompagnement individuel. On attend de lancer l'accompagnement et de voir véritablement les besoins des entreprises et les attentes des professionnels pour mettre en place ces ateliers de formation, ces coachings, ces accompagnements individuels. Alors, je vous ai marqué vraiment les différentes étapes du dispositif. Donc, ce dispositif d'accompagnement gratuit est ouvert aux professionnels qui sont situés sur l'itinéraire La Routeau, c'est-à-dire à 3 km maximum de l'itinéraire. Donc, vous avez été contacté par nos soins, que ce soit par l'agence de développement comme par nous, parce qu'on a regardé sur nos bases de données, on a fait tout un travail pour identifier les professionnels qui sont entre 1 et 3 km de l'itinéraire. Donc, si vous avez été contacté par nos services, c'est que vous êtes déjà sur l'itinéraire, donc ce dispositif vous est ouvert. Donc, comment ça se passe très concrètement, un accompagnement qualité tourisme? Eh bien, la CCI, comme l'agence de développement, réalise un pré-audit
dans votre établissement, c'est-à-dire que l'on vient avec le référentiel et le conseiller CCI ou agence de développement regarde les différents points du référentiel, regarde un petit peu où vous vous situez et vous remet un rapport et avec un plan d'action, c'est-à-dire que les points qui vont bien et les pistes d'amélioration pour aller vers le label. Sur les mois qui suivent, on suit ce plan d'action avec vous, c'est-à-dire souvent ça se fait par téléphone, on s'appelle, on dit voilà, sur tel point vous en êtes où, est-ce que vous rencontrez des difficultés, oui, non, comment on peut vous aider, et on déroule l'ensemble du plan d'action. Bien sûr, on vous oriente également vers des ateliers d'information, de formation. On mettra en place du coaching aussi en fonction des différents besoins que l'on va trouver, en fonction de ce pré-audit. Donc tout ça, c'est compris dans l'accompagnement. Et dès qu'on sent l'établissement prêt, sans lui dire bien entendu, on déclenche la visite du client mystère. Donc on s'occupe de toute cette gestion-là. On déclenche la visite du client mystère. Donc ce client mystère vient dans votre établissement, réalise son audit et nous envoie et vous envoie son rapport. Donc là, on va avoir parfois des non-conformités. Donc certaines non-conformités, on ne peut pas les toucher, c'est-à-dire que c'est des critères qui sont non rattrapables, donc ça, on ne pourra rien faire. Par contre, sur les critères qui sont rattrapables, je pense à l'affichage. Vous avez dans toutes vos activités des affichages obligatoires, des choses comme ça. Si le client mystère ne les a pas trouvés, il en fait part. Vous avez donc sur ces critères rattrapables jusqu'à 1 mois pour apporter la preuve que vous les avez mis en place. Donc là, la CCI comme l'agence de développement vous aide à lever ces non-conformités. Là encore, si le client mystère trouve encore des petites choses, des points d'amélioration, là encore, on pourra déclencher de l'accompagnement individuel ou collectif, formation, coaching, pour vous aider un petit peu à aller plus loin. Et ensuite, là, nous nous chargeons de vous présenter au comité de gestion de la marque pour être labellisé si vous atteignez bien sûr les 85%, c'est-à-dire c'est le taux minimal de conformité pour être présenté au comité de gestion de la marque et obtenir la marque. Et on vous accompagne également à tout ce qui est gestion de la marque, c'est-à-dire qu'on vous explique la gestion et la charte d'utilisation de la marque, on vous donne les différents supports, les plaques, etc., les vitrophanies, les supports numériques pour communiquer au mieux sur vos différents sites, réseaux sociaux, etc. Et on réalise 3 ans après, puisque là je vous rappelle que la marque est obtenue pour 5 ans, le suivi intermédiaire que la marque prévoit. Voilà, je sais que j'ai été un peu longue là-dessus, mais c'est vrai que ça méritait d'être précisé. Vous trouvez nos contacts, donc les professionnels sont répartis en fonction de leur activité. Tout ce qui est activité de pleine nature et lieu de visite, nous allons vous orienter vers l'agence de développement et mon collègue Bernard Chouillal. Et tout ce qui est hébergement, restaurant, café, bar, brasserie, je suis votre contact pour vous accompagner sur Qualité Tourisme et sur ce projet d'accueil, en tout cas d'amélioration d'accueil de la clientèle outdoor autour de la Routot. Voilà, j'ai fini, j'essaye, voilà, je suis dans les temps, j'ai fini cette présentation. Moi, je voulais juste, avant de vous remercier pour votre participation et de voir s'il y avait des questions complémentaires, vous indiquer que les places étant limitées, les établissements qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement gratuit vers Qualité Tourisme sont invités voilà, à me contacter ou à contacter l'agence de développement voilà, dès que possible par mail. On reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires, vous n'hésitez pas. Et puis là, je vais regarder un petit peu le chat, voir s'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de voir. N'hésitez pas. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions du tout. Bon. Écoutez, alors c'était très clair. Ah, hop. Alors. D'accord, ok, très bien. C'était un petit message. Voilà, certains vont se rapprocher de la maison de la transhumance parce qu'ils ont des questions spécifiques sur le tracé, sur le balisage.
N'hésitez pas, hein, voilà, si vous avez des questions en tête. J'ai pas l'impression. Alors écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, bien écoutez, ça va être l'heure de se séparer. Alors, quelles sont les villes d'étape de la route? Alors, les villes d'étape. Alors, c'est ce qu'on a vu. Je vais reprendre la présentation. Je vais vous remettre les villes que traverse l'itinéraire. Nous y voilà. Donc, vous trouvez les 25 communes qui sont traversées par l'itinéraire. Donc, voilà, Nadine, vous voyez que Ries est traversée par l'itinéraire La Routeau. Alors, les 15 étapes, je ne les connais pas encore puisque c'est la Maison de la Transhumance et le Conseil départemental qui travaillent là-dessus. Donc là encore, je pense qu'on devrait les avoir d'ici quelques mois. Donc là, je vais me le noter, Nadine. Et dès qu'on a de l'information, on reviendra vers vous, ou nous, ou la Maison de la Transhumance pour vous informer. Alors, y a-t-il des aides pour le label La Routeau? Alors, honnêtement, très honnêtement, aujourd'hui, on ne sait pas si la marque La Routeau va être un dispositif payant ou pas et dans quelle proportion. La Maison de la Transhumance doit nous en informer, nous et les professionnels, comme je vous ai dit, en septembre-octobre de cette année. Donc à ce moment-là, on verra un petit peu ce qu'il en est. Aujourd'hui, je ne peux rien vous dire. Alors, en particulier pour améliorer l'offre de services adaptés aux cyclistes. Alors, au niveau des aides, mais là, pour accueillir les clientèles cyclistes. L'ADEME a sorti il y a quelques semaines maintenant un dispositif d'aide à la transition énergétique. Sur ce dispositif-là, peuvent être pris en charge des abris vélos, etc., des petits aménagements, des recharges, etc., des petits aménagements pour accueillir des cyclistes. Donc là, Madame Roman, moi je vous invite à revenir vers moi en message privé ou par mail et je vous enverrai on en discutera plus dans le détail parce que ce dispositif, je ne peux pas vous donner les grandes lignes, etc. parce qu'il est très, très complet et ça dépend vraiment du code NAF, de la zone géographique où vous vous situez, du montant des travaux que vous envisagez. Donc, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Donc, il vaut mieux qu'on en parle à tête reposée. Mais effectivement, il y a des aides potentiellement accessibles pour améliorer son offre au niveau des cyclistes. Bon, mais parfait. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense qu'on va pouvoir, du coup, clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Christophe, pour votre intervention. Voilà, comme toujours, un plaisir de connaître un peu plus ces clientèles outdoor. N'hésitez pas, à vous qui avez participé à cet atelier, de reprendre la présentation, voilà. Vous aurez sans doute un petit peu des questions ou quoi. N'hésitez pas à les reprendre, ça peut être clair quand vous allez essayer de travailler pour cibler au mieux ces clientèles, ça peut vous être très très utile puisque ces supports ont déjà été utilisés, Christophe, je vous l'apprends, par un établissement qui m'a dit, écoutez Fabienne, moi en fin d'année, j'ai pris un peu de temps et j'ai repris la présentation de Christophe et ça m'a permis d'aller plus loin. Donc c'est ça aussi l'idée. Pour ça.
Voilà, n'hésitez pas de reprendre les supports, de prendre le lien vers le replay aussi, hein, pour réécouter certains passages si vous le souhaitez. Et puis, on reste à votre disposition. Vous avez les coordonnées de tous vos interlocuteurs. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers vous. Et voilà, les personnes qui sont intéressées, les établissements intéressés par l'accompagnement qualité tourisme, voilà, j'attends vos mails et puis on prendra contact par téléphone ensuite. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre intérêt, pour votre participation. Merci encore Christophe. Le bonjour à la Savoie et Oui. Puis on se dit à bientôt. On se verra peut-être au printemps, si on a le droit de se voir. Si on a le droit. Bonne saison à tous et tout. Oui, effectivement, bonne saison à tous. Au revoir et au plaisir.